Laisse-moi te poser une question inconfortable. Tu connais probablement quelqu'un dans ton entourage qui n'a jamais autant économisé que toi, qui a toujours eu des crédits, qui n'a pas peur d'emprunter. Et ce quelqu'un est aujourd'hui plus à l'aise financièrement que toi. Pas parce qu'il a eu de la chance, pas parce qu'il est plus intelligent, mais parce qu'il a compris quelque chose sur l'argent que toi, on ne t'a jamais dit. On t'a appris à avoir peur de la dette, on t'a dit que c'était dangereux, que les gens responsables remboursent vite et n'empruntent qu'en cas de nécessité. Et cette leçon, aussi bien intentionnée qu'elle était, t'a peut être coûtée des années. Ce que tu vas entendre dans cet audiolibro n'est pas motivant, c'est pas inspirant, c'est dérangeant. Parce que c'est vrai, certaines personnes qui vont écouter cet audiolibro vont résister. Elles vont chercher des raisons pour lesquelles ça ne s'applique pas à elles. Leur situation est différente. Leur pays est différent. Leur marché est différent. Peut être. Mais la plupart du temps, cette résistance ne vient pas d'une analyse rationnelle. Elle vient d'une croyance ancrée que personne n'a encore osé remettre en question directement. C'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. Et la vérité sur la dette change tout. Introduction. Le plus grand mensonge financier qu'on t'ait jamais dit. Il y a une phrase que presque tous les parents francophones ont dite à leurs enfants, d'une façon ou d'une autre. Les dettes, c'est pour les gens qui savent pas gérer leur argent. Cette phrase est transmise avec amour, avec les meilleures intentions du monde, avec une expérience sincère de ce que peut faire une dette mal gérée dans une famille. Et une partie de cette phrase est vraie. Une dette mal utilisée peut détruire une situation financière, ça c'est réel. Mais l'autre partie de cette phrase, la partie qu'on ne dit jamais, c'est celle-ci. Une dette bien utilisée peut construire une liberté financière que le salaire seul ne construira jamais. Et cette deuxième vérité, personne ne te l'a apprise. Pas l'école. L'école t'a appris à calculer des intérêts composés sur des exemples abstraits, mais personne ne t'a expliqué comment les utiliser en ta faveur. Pas la famille. La famille t'a transmis sa relation à l'argent, qui est souvent la relation à l'argent de la génération précédente, dans un monde économique qui n'existe plus tout à fait de la même façon. Pas la société en général. La société te vend de la consommation à crédit, ce qui est exactement la mauvaise façon d'utiliser la dette, et ça renforce la méfiance. Alors tu te retrouves avec une croyance bien ancrée, la dette, c'est le mal. Et tu navigues dans un monde où les personnes qui comprennent vraiment comment l'argent fonctionne pensent exactement l'inverse. C'est pas leur faute, c'est pas la tienne, c'est juste une information que tu n'avais pas encore. Cet audiolibro est cette information. Il va pas te pousser à emprunter n'importe quoi. Il va pas te promettre la richesse rapide. Il va pas te vendre un rêve. Il va te montrer comment fonctionne réellement le rapport entre la dette, les actifs et la construction de richesse. Avec des exemples concrets, avec des chiffres réels, avec une honnêteté totale sur les risques. Il y a quelque chose d'important à clarifier dès le départ. Cet audiolibro ne te dit pas d'aller emprunter de l'argent demain matin. Il te dit de comprendre le mécanisme avant de prendre ta prochaine décision financière. Comprendre d'abord, décider ensuite. Parce que la pire chose qu'on puisse faire avec un outil puissant, c'est de l'utiliser sans le comprendre. Que ce soit dans le sens de la peur, éviter la dette à tout prix sans savoir pourquoi, ou dans le sens de l'imprudence, emprunter sans calcul ni marge. La compréhension est le seul antidote aux deux extrêmes. Et après avoir entendu tout ça, tu ne regarderas plus jamais un crédit de la même façon. Ni la banque, ni ceux qui savent s'en servir. Une dernière chose avant d'entrer dans le vif du sujet. Tu vas peu être reconnaître dans cet audiolibro des personnes de ton entourage, des gens qui t'ont semblé imprudents parce qu'ils avaient des crédits, mais qui aujourd'hui ont un patrimoine que tu n'as pas, des gens qui t'ont paru bizarres parce qu'ils parlaient d'investissement et d'actifs alors que tout le monde autour disait de faire attention. Ces personnes ne savaient pas forcément tout ce qu'on va voir ensemble, mais elles avaient quelque chose que la plupart n'avaient pas. Elles avaient remis en question la croyance par défaut. Elles avaient regardé la dette avec curiosité plutôt qu'avec peur. Et elles avaient agi sur ce qu'elles avaient compris. C'est exactement ce qu'on va faire ensemble maintenant. Pas avec de l'imprudence, avec de la clarté. Chapitre 1. Les 3 types de personnes face à l'argent. Avant de parler de dette, il faut comprendre quelque chose de fondamental sur la façon dont les gens se rapportent à l'argent. Parce que il n'y a pas 2 camps, il y en a 3. Et la plupart des gens ne savent même pas dans lequel ils se trouvent. Le premier groupe, c'est ce que j'appelle les emprunteurs par défaut. Ce sont des personnes qui utilisent le crédit instinctivement, sans vraiment réfléchir. Ils achètent une voiture neuve à crédit, ils partent en vacances grâce à leur carte bancaire, ils renouvellent leur téléphone via un abonnement, ils consomment maintenant et paient plus tard, souvent avec des intérêts qu'ils ne calculent jamais vraiment. Quand tu demandes à quelqu'un de ce groupe combien il paie en intérêts par an, il sait pas. Il voit les mensualités, il voit pas le coût total. Ce groupe donne aux banques exactement ce que les banques veulent. Un flux régulier d'intérêts sur de la consommation,
un revenu stable et prévisible sur des biens qui se déprécient. Le deuxième groupe, c'est ce que j'appelle les évitants. Ce sont souvent des gens qui ont vu les dégâts que la dette peut faire. Dans leur famille, dans leur entourage, ils ont décidé très tôt que la meilleure stratégie, c'est de ne rien devoir à personne. Ils économisent, ils paient comptant, ils sont fiers de leur indépendance, et dans un sens, ils ont raison d'être prudents. Ils ne tombent pas dans les pièges du premier groupe. Mais voilà ce que personne ne leur dit. En évitant toute forme de dette, ils ont aussi évité quelque chose d'autre. Ils ont évité l'effet de levier, et sans effet de levier, la construction de richesse est lente, très lente, parfois trop lente pour compenser l'inflation, le coût de la vie et le temps qui passe. Un membre du deuxième groupe économise 20 000 euros par an, au bout de 10 ans, il a 200 000 euros. C'est bien, c'est beaucoup d'efforts, mais c'est linéaire. Le troisième groupe, c'est celui dont personne ne parle vraiment dans les conversations de famille. Ce sont les gens qui ont compris quelque chose de fondamentalement différent sur la dette. Ils ne l'évitent pas, ils ne s'y noient pas non plus, ils la choisissent. Avec précision, avec intention, pour acquérir des choses qui valent plus que ce qu'elles coûtent à financer. Et la différence entre le deuxième et le troisième groupe n'est pas une différence de revenus, c'est pas une différence de chance, c'est une différence de compréhension. Voilà la question que je veux que tu te poses honnêtement. Dans quel groupe es-tu en ce moment? Pas dans quel groupe tu veux être, dans quel groupe tu es réellement aujourd'hui dans ta façon de te rapporter à l'argent et à la dette. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a juste une réponse honnête. Et cette honnêteté est le premier pas vers quelque chose de différent. Une chose importante à souligner. Le passage du deuxième au troisième groupe n'est pas une question de revenus. On rencontre des gens du troisième groupe qui gagnent des salaires très moyens et des gens du deuxième groupe qui gagnent très bien leur vie depuis 20 ans sans avoir jamais transformé ces revenus en patrimoine réel. Ce qui sépare ces groupes, ce n'est pas ce qu'ils gagnent. C'est ce qu'ils comprennent sur la façon dont l'argent se multiplie. Et cette compréhension est accessible à tout le monde. Elle ne demande pas un diplôme en finance, elle ne demande pas des relations particulières, elle demande une curiosité honnête et la volonté de remettre en question des croyances héritées. Parce que comprendre où tu en es est la seule façon de commencer à bouger. Chapitre 2. La dette n'est pas ton ennemi, l'ignorance l'est. Il faut dire quelque chose clairement avant d'aller plus loin. La dette peut détruire une situation financière. C'est pas un mythe, c'est pas une exagération parentale, c'est une réalité documentée et douloureuse pour des millions de personnes. Mais voici la vérité que cette réalité cache souvent, c'est pas la dette qui a causé les dégâts, c'est ce qu'on a acheté avec. La dette est neutre, complètement neutre. C'est un outil. Et comme tous les outils, ce qui détermine si elle construit ou détruit, c'est la façon dont on s'en sert. Un marteau peut construire une maison ou briser une vitre. Le marteau n'est pas responsable. L'intention et la compétence de celui qui le tient le sont. La dette fonctionne exactement de la même façon. Voilà la distinction que personne ne t'a jamais apprise, clairement. Il y a deux façons d'emprunter de l'argent. Emprunter pour posséder et emprunter pour paraître. Emprunter pour posséder, c'est utiliser la dette pour acquérir quelque chose qui génère de la valeur. Un appartement qui sera loué, un équipement qui permettra de produire plus, une formation qui augmentera les revenus, un actif dont la valeur augmentera avec le temps. Emprunter pour paraître, c'est utiliser la dette pour financer un niveau de vie, une voiture qui impressionne, des vacances qu'on ne peut pas se permettre autrement, des vêtements, des gadgets, des expériences consommées aujourd'hui et remboursées pendant des mois. Quand tu empruntes pour posséder, le cash circule dans deux directions. D'un côté vers l'actif, de l'autre, il revient vers toi sous forme de revenus, d'économie de loyer ou d'appréciation de valeur. Quand tu empruntes pour paraître, le cash circule dans une seule direction, hors de ta poche, vers la banque, mois après mois, jusqu'au remboursement complet. Et à la fin, tu te retrouves avec quelque chose qui vaut moins que ce que tu as payé. Prenons un exemple concret que tout le monde comprend. Maxime a 30 ans, il vient d'obtenir une augmentation et décide de marquer le coup. Il prend un crédit de 25 000 euros pour acheter une voiture neuve. Belle voiture, vraiment belle. Il est fier. Sur 5 ans, il rembourse cette voiture en mensualité. À la fin des 5 ans, il a payé environ 28 000 euros en comptant les intérêts. Et la voiture vaut maintenant environ 9 000 euros sur le marché. Elle en valait 25 000 le jour de l'achat. 28 000 euros dépensés, 9 000 euros de valeur résiduelle, 19 000 euros évaporés en 5 ans. Plus les frais d'assurance, d'entretien, de carburant. Maxime a financé quelque chose qui s'est déprécié à grande vitesse avec de l'argent qu'il n'avait pas. Ce n'est pas une erreur morale, ce n'est pas une stupidité, c'est juste de la dette utilisée à l'envers.
Maintenant, imagine que Maxime avait utilisé ces mêmes 25 000 euros, pas pour acheter une voiture, mais comme apport sur un studio qu'il allait mettre en location. Ce studio vaut peu être 125 000 euros. Avec 25 000 euros d'apport, il finance le reste à crédit, son locataire paie le loyer, ce loyer couvre en grande partie ou totalement les mensualités du crédit. 5 ans plus tard, le studio vaut toujours au moins autant, probablement plus. Il y a eu des dizaines de milliers d'euros de loyers perçus. Et l'endettement a diminué grâce à chaque remboursement. Même point de départ. Même 25 000 euros. Deux résultats radicalement différents. La différence ne tient pas au montant emprunté. Elle tient à ce qu'on a acheté avec. Et voilà la question qui change tout. Est-ce que ce que j'achète avec cette dette vaut plus que ce que la dette me coûte? Si la réponse est oui, la dette travaille pour toi. Si la réponse est non, tu travailles pour la dette. Cette question, si simple, si évidente une fois formulée, est la question que le troisième groupe pose systématiquement avant chaque décision financière. Et c'est la question que les deux premiers groupes ne se posent presque jamais. Pense à quelqu'un que tu connais qui semble toujours à l'aise financièrement, pas nécessairement quelqu'un de très riche, juste quelqu'un qui n'a pas l'air stressé par l'argent, qui semble construire quelque chose progressivement, qui prend des décisions financières avec une certaine confiance. Si tu lui posais la question, tu trouverais presque certainement que cette personne a à un moment donné emprunté pour acquérir quelque chose qui produit de la valeur. Un appartement, un outil professionnel, une formation, un projet. Elle ne la peut être jamais formulée comme ça. Mais c'est ce qu'elle a fait. Elle a utilisé la dette pour posséder, pas pour paraître. Ce n'est pas un secret réservé à une élite. C'est un mécanisme que n'importe qui peut apprendre à utiliser. Chapitre 3, l'effet de levier. Contrôler plus avec moins. Il y a un principe en physique que tout le monde connaît mais que presque personne n'applique à sa vie financière. Un levier permet de déplacer un poids beaucoup plus lourd que ce qu'on pourrait soulever directement. Avec la bonne mécanique, une force modeste produit un effet disproportionné. En finance, c'est exactement pareil. Et ça porte un nom, l'effet de levier. Voilà ce que ça veut dire concrètement. Sophie a 35 ans. Elle loue un appartement depuis 10 ans. Elle a économisé 20 000 euros. Elle est fière de cette épargne. Et elle devrait l'être. 20 000 euros, ça représente des années de discipline. Maintenant, Sophie a deux options. Option 1. Elle garde ses 20 000 euros sur son compte épargne. Ils produisent 2% par an, soit 400 euros annuels. En 10 ans, avec les intérêts composés, elle aura environ 24 000 euros. Et elle aura payé 10 ans de loyer sans construire aucun patrimoine. Option 2. Sophie utilise ses 20 000 euros comme apport pour acquérir un studio d'une valeur de 100 000 euros dans une ville dynamique. Elle emprunte les 80 000 euros restants sur 20 ans à un taux raisonnable. Sa mensualité est de 450 euros environ. Elle met ce studio en location. Elle trouve un locataire qui paie 500 euros par mois. Voilà ce qui se passe maintenant. Le locataire couvre pratiquement la totalité de la mensualité. Sophie débourse peut être 50 à 100 euros par mois en plus selon les charges et les imprévus. Mais chaque mois, une partie de la mensualité rembourse le capital emprunté. Chaque mois, Sophie devient un peu plus propriétaire de quelque chose qui vaut 100 000 euros. Au bout de 10 ans, le crédit est remboursé à hauteur de 30 à 40% selon les conditions. La valeur du bien a probablement augmenté. Sophie a un actif qui vaut peu être 120 000 euros, avec un endettement résiduel de 50 000. Elle a construit 60 ou 70 000 euros de patrimoine net avec 20 000 euros de départ. Et ce patrimoine a été construit en grande partie par l'argent du locataire, pas par le sien. Ça, c'est l'effet de levier. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose d'important. L'effet de levier ne fonctionne que si la mécanique est bien calibrée. Sophie ne peut pas acheter n'importe quoi dans n'importe quelle ville à n'importe quel prix. Elle doit acheter quelque chose dont les revenus locatifs couvrent ou approchent les charges. Et elle doit avoir une réserve de sécurité pour les imprévus. L'effet de levier amplifie. Il amplifie les gains quand les décisions sont bonnes. Il amplifie les problèmes quand les décisions sont mauvaises. C'est pourquoi comprendre le levier, c'est d'abord comprendre les conditions dans lesquelles il fonctionne. Mais voilà ce que je veux que tu retiennes. Sophie n'a pas besoin d'être riche pour démarrer. Elle n'a pas besoin d'hériter. Elle n'a pas besoin d'un salaire exceptionnel. Elle a besoin de 20 000 euros d'apport et de la compréhension de ce mécanisme. Et pendant que certaines personnes du deuxième groupe continuent d'épargner patiemment en payant leur loyer chaque mois sans construire de patrimoine, Sophie construit quelque chose avec le même argent. La dette n'est pas le problème. Ne pas comprendre comment elle fonctionne l'est. Et voilà quelque chose que je veux que tu comprennes très clairement. Ce phénomène que Sophie a utilisé, des millions de personnes ordinaires l'ont appliqué sans jamais lui donner un nom.
des enseignants, des infirmières, des artisans, des employés de la fonction publique, qui ont acheté un petit appartement supplémentaire au moment où leur situation le permettait, pas pour spéculer, pas pour s'enrichir vite, mais simplement parce que l'occasion s'est présentée. Ces personnes n'ont pas forcément lu de livres sur la finance. Elles n'ont pas eu de formation particulière. Elles ont juste agi sur une intuition que la logique confirme. Posséder quelque chose qui vaut plus que ce qu'il coûte à financer, c'est construire quelque chose. Le levier n'est pas un concept d'expert réservé aux traders de Wall Street. C'est un mécanisme que l'économie met à la disposition de quiconque veut l'utiliser consciemment. Il faut aussi parler des gens qui se disent que l'immobilier c'est pas pour eux, soit parce qu'ils vivent dans une ville où les prix sont trop élevés pour leur situation actuelle, soit parce qu'ils veulent pas être propriétaires, soit parce que leur vie professionnelle ou personnelle les rend mobiles. L'immobilier est l'exemple le plus courant de l'effet de levier en France, en Belgique, au Québec. Mais c'est pas le seul terrain où ce mécanisme s'applique. Il y a une autre façon de comprendre l'effet de levier qui parle à beaucoup de gens qui ne se projettent pas dans l'immobilier. Imagine Karim. Il est graphiste indépendant, il gagne bien sa vie mais il plafonne en termes de clients, il n'a pas le temps de prendre plus de projets seul. Il a une idée pour créer une petite agence mais ça demande d'embaucher quelqu'un. Il pourrait attendre d'avoir économisé assez pour financer ce recrutement lui-même, ça lui prendrait peu, être 2 ans. Ou il pourrait emprunter 15 000 € sur 3 ans, recruter maintenant et faire en sorte que ce nouveau collaborateur génère suffisamment de chiffre d'affaires supplémentaire pour rembourser le crédit et produire un bénéfice. Si le calcul est bon et si Karim gère bien, la dette lui a acheté 2 ans, 2 ans de croissance, 2 ans de revenus, 2 ans de clients. Et le coût de ce crédit est largement inférieur à ce que ces 2 années supplémentaires lui ont rapporté. C'est ça l'effet de levier. Utiliser de l'argent qu'on n'a pas encore pour créer plus de valeur qu'on en aurait créé en attendant. Chapitre 4. Le différentiel. Là où la richesse se calcule vraiment. Voici la question que les gens du 3e groupe posent avant chaque décision financière impliquant un crédit. Est-ce que le rendement de cet actif est supérieur au coût de cette dette? Cette question a un nom en finance, le différentiel, ou le spread en anglais. Et comprendre ce concept change fondamentalement la façon dont tu regardes l'argent. Expliquons ça simplement. Tu empruntes 100 000 € à un taux de 3% par an, ça te coûte 3 000 € par an en intérêt. Si l'actif que tu achètes avec cet argent te rapporte 6 000 € par an en revenu net, tu as un différentiel positif de 3 000 €. Tu as fait de l'argent avec de l'argent qui n'était pas le tien. Si l'actif ne te rapporte rien ou te coûte de l'entretien sans produire de revenus, tu as un différentiel négatif. Tu perds 3 000 € par an sur ce crédit. La dette elle-même n'a pas changé. Même montant, même taux. Ce qui change, c'est uniquement ce que tu as acheté avec. Prenons un exemple très concret pour l'audience francophone. Lucas est locataire à Lyon, il économise depuis 3 ans et a réuni 30 000 €. Il hésite entre 2 options. Option 1, il utilise cette somme pour acheter une voiture plus confortable et partir en voyage, 2 choses qui s'est promises depuis longtemps. Il dépense 20 000 € pour la voiture et 10 000 pour le voyage. Dans 6 mois, il a 0 € d'épargne, une voiture qui vaut 16 000 € et des souvenirs de voyage. Bilan financier, moins 14 000 € par rapport à ce qu'il avait. Option 2, il utilise ses 30 000 € comme apport pour acheter un petit appartement à rénover dans une ville universitaire de taille moyenne. L'appartement coûte 150 000 €. Son prêt est de 120 000 € à un taux de 3,5% sur 25 ans. Sa mensualité est de 600 € environ. Il met l'appartement en location pour 750 € par mois. Après charges de copropriété et provisions pour travaux, il lui reste un flux mensuel légèrement positif ou à peu près neutre. Il ne s'enrichit pas immédiatement en cash, mais il rembourse chaque mois du capital. Il construit du patrimoine. Et voilà ce qui est important. Le différentiel ici n'est pas uniquement le flux mensuel. C'est aussi l'appréciation potentielle du bien, la déduction fiscale possible selon le régime et la constitution progressive d'un actif qu'il ne financerait pas seul sans le crédit. Sur 25 ans, en tenant compte de tout ça, Lucas a transformé 30 000 € en un actif qui vaut potentiellement 250 000 € net une fois le crédit remboursé. Le différentiel, sur la durée, est massivement positif. Maintenant, voilà ce que ce concept implique dans la vraie vie. Avant d'emprunter quoi que ce soit, tu dois te poser une seule question. Et tu dois y répondre avec des chiffres, pas des sentiments. Est-ce que ce que j'achète avec cette dette va me rapporter plus que ce que cette dette va me coûter? Pour une voiture de consommation, la réponse est presque toujours non. Elle coûte en intérêt et elle perd de la valeur. Pour un appartement locatif bien choisi, dans la plupart des cas, la réponse est oui sur la durée. Pour une formation professionnelle qui double tes revenus, la réponse est souvent oui, même si c'est moins visible. Une formation de 2 000 € qui te permet d'augmenter tes revenus de 300 € par mois te rembourse en moins de 7 mois.
C'est un rendement que presque aucun placement financier ne peut égaler. Pour des vacances financées à crédit à 10 à 8% d'intérêt, la réponse est toujours non. Cette discipline, calculer le différentiel avant d'emprunter, est la ligne qui sépare les gens qui s'enrichissent avec la dette de ceux qui s'appauvrissent avec. Et voici quelque chose d'encore plus puissant. Les différentiels se cumulent. Si tu crées un différentiel positif de 5 000 € par an sur un premier actif et que tu utilises ces 5 000 € pour alimenter l'apport d'un deuxième actif, le différentiel du deuxième s'ajoute au premier, et ainsi de suite. C'est pas de la spéculation, c'est de l'arithmétique. Une arithmétique que l'école ne t'a jamais enseignée parce qu'elle n'est pas dans le programme. Mais une arithmétique que les personnes du troisième groupe appliquent, parfois sans même lui donner un nom. Chapitre 5. L'inflation est ton allié. Si tu sais t'en servir, il y a quelque chose que presque personne n'explique clairement sur l'inflation. Quelque chose qui change radicalement la façon dont tu devrais te rapporter à la dette à long terme. L'inflation érode silencieusement la valeur de ta dette pendant que la valeur de tes actifs augmente. Laisse-moi te montrer ce que ça veut dire concrètement. Imagine que tu empruntes 200 000 € aujourd'hui à taux fixe sur 25 ans. Ta mensualité est fixe. Elle ne bougera pas pendant 25 ans, sauf si tu renégocies. Maintenant, imagine que l'inflation moyenne est de 3% par an pendant ces 25 ans, ce qui est tout à fait plausible sur une longue période. Voici ce qui se passe silencieusement. Dans 10 ans, l'euro de 2035 vaut moins que l'euro d'aujourd'hui. Ton salaire a probablement augmenté, au moins partiellement pour suivre l'inflation. Les loyers que tu perçois si tu es un locataire ont augmenté, les prix autour de toi ont augmenté, mais ta mensualité, elle, est restée la même, nominalement identique. En termes réels, en termes de pouvoir d'achat, ta mensualité de l'année 25 vaut beaucoup moins que ta mensualité de l'année 1. Tu rembourses avec des euros qui ont moins de valeur. C'est ce qu'on appelle l'avantage inflationniste de la dette à taux fixe. Et c'est l'un des secrets les mieux gardés de la finance personnelle. Les propriétaires qui ont acheté il y a 20 ou 30 ans dans les grandes villes françaises ou belges ou québécoises vivent ce phénomène chaque jour. Leur mensualité représente aujourd'hui une fraction dérisoire de leurs revenus, pas parce qu'ils ont eu de la chance, parce que l'inflation a travaillé pour eux pendant que leur dette restait fixe. Maintenant, retourne la situation. Que se passe-t-il avec l'épargne ? Si tu gardes ton argent sur un compte épargne à un taux inférieur à l'inflation, ta richesse se réduit en termes réels. Tu as nominalement le même montant. Mais ce montant achète moins d'appartements, moins de voitures, moins de nourriture qu'avant. L'inflation punit l'épargne liquide non investie et récompense la détention d'actifs réels financés par dette à taux fixe. Ce n'est pas une théorie économique abstraite, c'est un mécanisme concret qui fonctionne dans l'économie depuis des décennies, et les personnes du troisième groupe le comprennent et s'y positionnent. Maintenant, attention. Cet avantage fonctionne uniquement sous certaines conditions. Il faut que la dette soit à taux fixe. Si ton taux est variable et que l'inflation s'accompagne d'une hausse des taux d'intérêt, ta mensualité peut augmenter et l'avantage disparaît ou se retourne contre toi. Il faut que l'actif que tu as acheté maintienne ou augmente sa valeur réelle. Un bien immobilier dans une zone dynamique tendra à suivre l'inflation ou à la dépasser. Un bien dans une zone en déclin peut perdre de la valeur malgré l'inflation générale. Et il faut que le différentiel reste positif. L'inflation n'est pas une excuse pour s'endetter sans calcul. Mais quand ces conditions sont réunies, tu bénéficies d'un mécanisme puissant et totalement légal. Un mécanisme que les grandes fortunes utilisent depuis toujours et qui reste accessible à quiconque comprend comment il fonctionne. Il y a quelque chose d'assez remarquable dans ce mécanisme quand on le regarde sur le long terme. Les personnes qui ont acheté un appartement à Paris, Lyon, Bruxelles ou Montréal, il y a 20 ou 25 ans, avec un crédit, ont souvent vu leur mensualité devenir de plus en plus légère à porter au fil des années. Pas parce que leur crédit a changé, parce que leurs revenus ont suivi l'inflation pendant que le montant de leur mensualité restait figé dans le temps. Beaucoup d'entre eux ne savent même pas formuler ce phénomène. Ils disent juste que leur crédit devient de plus en plus facile à rembourser. C'est exactement ça. L'inflation a travaillé pour eux sans qu'ils le réalisent vraiment. Il y a une phrase que j'aime beaucoup pour résumer ce chapitre. Ceux qui épargnent uniquement en cash subissent l'inflation silencieusement. Ceux qui ont des actifs financés à taux fixe font travailler l'inflation pour eux. Dans quel camp es-tu ? Et surtout, maintenant que tu comprends ce mécanisme, dans quel camp veux-tu être ? Chapitre 6. Devenir l'emprunteur que les banques recherchent. Il y a une chose que personne ne te dit quand tu entres dans une banque pour la première fois. La banque a autant besoin de toi que tu as besoin d'elle. Peut être plus. Les banques gagnent de l'argent en prêtant, pas en gardant l'argent des dépôts, en le faisant circuler, en le mettant dans les mains d'emprunteurs qui le remboursent avec intérêt. C'est leur modèle économique fondamental. Mais les banques ne veulent pas n'importe quel emprunteur. Elles veulent des emprunteurs fiables, prévisibles, peu risqués, et quand elles trouvent ce profil, elles ne refusent pas. Elles proposent même de meilleures conditions.
Il y a une différence massive entre aller à la banque en demandant un crédit et aller à la banque en leur présentant un profil qu'ils vont vouloir financer. La première position est celle de quelqu'un qui quémande. La deuxième est celle de quelqu'un qui négocie. Comment passer de la première à la deuxième? La première chose, c'est ce qu'on appelle le score de crédit ou le profil d'emprunteur. En France, en Belgique, au Québec, les critères varient légèrement, mais les fondamentaux sont les mêmes. Les banques regardent ta stabilité professionnelle, la régularité de tes revenus, ton historique de remboursement, le niveau de tes charges actuelles par rapport à tes revenus et ta capacité à constituer un apport. Chaque fois que tu rembourses quelque chose à temps, tu envoies un signal. Ce signal dit « cette personne est fiable ». Et la fiabilité a un prix. Elle se traduit par de meilleurs taux, des conditions plus souples, des durées plus adaptées. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle le ratio d'effort. Les banques regardent le rapport entre tes mensualités totales et tes revenus. Si ce rapport est inférieur à 30 ou 35%, tu es dans une zone confortable. Si tu es au-dessus, tu deviens un risque. Et les risques coûtent plus cher à financer. Donc si tu veux emprunter stratégiquement dans le futur, la préparation commence maintenant. Elle commence par ne pas surcharger tes charges mensuelles avec des crédits consommation. Elle commence par rembourser tes dettes courantes avant d'approcher une banque pour un projet d'investissement. La troisième chose, c'est la réserve de liquidité. Avoir de l'épargne disponible n'est pas un signe de richesse pour une banque, c'est un signe de gestion. Un emprunteur qui a 6 mois de charge de côté est perçu comme stable. Il peut absorber un imprévu sans défaillir. Et voilà quelque chose de contre-intuitif que beaucoup ne comprennent pas. Ce n'est pas toujours une bonne idée de vider toute son épargne dans un apport pour réduire le montant emprunté. Garder une réserve de liquidité après l'achat est souvent plus intelligent que d'augmenter l'apport et de se retrouver sans filet. La quatrième chose, et c'est peut être la plus importante, c'est la clarté de ton projet. Quand tu arrives devant un banquier avec un projet bien préparé, des chiffres propres, une analyse du marché locatif si c'est de l'immobilier, une projection de revenus si c'est une activité professionnelle, tu n'es plus un emprunteur lambda, tu es un partenaire potentiel. Et les partenaires potentiels obtiennent des conditions différentes. La plupart des gens arrivent en banque avec une idée vague et l'espoir que ça passe. Les gens du troisième groupe arrivent avec un dossier. La différence dans la qualité de la réponse est réelle et documentée. Il y a quelque chose de psychologiquement puissant dans le fait de devenir l'emprunteur que les banques recherchent. Quand tu sais que tu représentes un profil solide, tu ne négocies plus dans la peur, tu négocies dans la clarté. Et cette différence d'état d'esprit se ressent dans la conversation et souvent dans le résultat. Il y a aussi quelque chose qu'on sous-estime énormément, la relation humaine avec le banquier ou le conseiller financier. Les gens qui obtiennent les meilleures conditions sont souvent ceux qui ont construit une relation dans le temps, pas ceux qui arrivent au guichet sans historique et en demandant le maximum. Ça veut pas dire flatter ou manipuler, ça veut dire se comporter comme un partenaire sérieux, tenir ses engagements, communiquer proactivement quand quelque chose change, montrer qu'on maîtrise ses finances. Ces comportements construisent une réputation, et les réputations ont une valeur financière concrète. Prépare ton profil avant d'avoir besoin d'emprunter. Pas pendant, avant. Parce que construire un profil d'emprunteur solide prend du temps. Et ce temps, investi intelligemment, se traduit ensuite par un coût de capital plus faible. Et un coût de capital plus faible, c'est un différentiel plus large. Et un différentiel plus large, c'est plus de richesse construite à long terme. Chapitre 7. La machine à intérêt composé. Albert Einstein aurait dit que l'intérêt composé est la 8e merveille du monde. Il est probable qu'il n'ait jamais dit exactement ça. Mais la personne qui a inventé cette citation avait raison sur le fond. Les intérêts composés sont le mécanisme le plus puissant qui existe en finance. Et la plupart des gens ne l'utilisent que dans un sens. Laisse-moi t'expliquer comment il fonctionne dans les deux sens, et comment la dette, utilisée correctement, peut activer ce mécanisme à ta faveur. L'intérêt composé dans le sens habituel, c'est quand ton épargne produit des intérêts, et que ces intérêts produisent eux-mêmes des intérêts. Avec le temps, ça crée une courbe exponentielle. Petit au départ, puis de plus en plus rapide. Maintenant, voilà ce que peu de gens comprennent. La dette stratégique peut activer le même mécanisme dans l'autre sens. Non pas en faisant croître une épargne, mais en faisant croître un actif et ses revenus. Voici comment ça fonctionne concrètement. Amina a 32 ans, elle a économisé 25 000 €, elle décide d'acheter un premier appartement locatif, l'appartement coûte 125 000 €, avec son apport de 25 000, elle emprunte 100 000. La mensualité est de 550 €, elle loue le bien 700 € par mois. Après charges et imprévus provisionnés, il lui reste un cash flow mensuel légèrement positif, pas spectaculaire. Mais chaque mois, elle rembourse aussi du capital. Elle construit du patrimoine.
Au bout de 7 ans, elle a remboursé une portion significative du crédit et le bien s'est légèrement apprécié. Elle a maintenant suffisamment de valeur nette dans ce bien pour le refinancer ou l'utiliser comme garantie. Elle utilise cette position pour acquérir un deuxième bien. Ce deuxième bien produit lui aussi un flux positif. Ce flux, combiné au premier, lui permet de rembourser plus vite ou d'épargner pour un troisième apport. Chaque actif alimente le suivant. C'est la machine à intérêt composé appliquée à l'immobilier. Et le principe s'applique aussi à une activité professionnelle dont on réinvestit les bénéfices ou à n'importe quel actif qui produit des revenus réinvestis. Mais voilà la partie que personne ne montre. La machine ne démarre pas toute seule. Les premières années, le rendement semble faible. Le premier bien produit peu. Les charges absorbent une bonne partie des revenus. Et certains mois, il y a des imprévus. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils voient les premiers chiffres et concluent que ça ne vaut pas l'effort. Mais la courbe des intérêts composés est plate au début. Elle s'accélère avec le temps. Ceux qui abandonnent dans les premières années ne voient jamais l'accélération. Il y a une discipline très spécifique qui permet de tenir pendant cette phase initiale. C'est de ne pas consommer les premiers revenus produits par l'actif, de les réinvestir, de traiter chaque euro généré par cet actif non pas comme du revenu personnel, mais comme du carburant pour la prochaine étape. Cette discipline peut être la plus difficile à maintenir, parce que les revenus supplémentaires créent la tentation de l'amélioration du niveau de vie. Et l'amélioration du niveau de vie est exactement ce qui ralentit la machine. Les personnes qui accélèrent vraiment leur situation financière à travers la dette stratégique partagent presque tout ce trait. Elles réinvestissent les premiers fruits avant de s'en servir. Elles construisent d'abord la machine, elles profitent ensuite. C'est pas une ascèse permanente, c'est une stratégie de séquençage. Tu diffères la consommation de quelques années pour activer un mécanisme qui te permet de consommer ensuite à un niveau que tu ne pourrais jamais atteindre en économisant simplement. Il y a une dernière chose à dire sur ce mécanisme. Les erreurs de début sont normales et souvent peu coûteuses si on maintient la marge de sécurité. Le premier actif n'est pas parfait. On le choisit moins bien qu'on ne le fera après, on fait des erreurs de gestion ou d'estimation, c'est inévitable. Mais ces erreurs enseignent quelque chose que rien d'autre ne peut enseigner. Elles donnent une compréhension de terrain qui rend chaque décision suivante meilleure. Et dans la plupart des cas, si on a maintenu une réserve de sécurité, ces erreurs de débutants ne détruisent pas le projet. Elles l'affinent. La machine à intérêt composé n'est pas réservée aux riches. Elle est accessible à quiconque comprend comment elle fonctionne et a la patience de la laisser s'enclencher. Chapitre 8. La guerre psychologique de la dette. On peut comprendre tous les mécanismes décrits dans cet audiolibro, on peut savoir calculer un différentiel, comprendre l'effet de levier, connaître l'avantage inflationniste et pourtant ne rien faire. Parce que la vraie bataille n'est pas dans les chiffres, elle est dans la tête. Il y a 3 ennemis psychologiques qui empêchent les gens d'utiliser la dette stratégiquement. Et si tu ne les identifies pas, ils travailleront contre toi-même si tu comprends tout intellectuellement. Le premier ennemi, c'est la peur héritée. La peur de la dette n'est pas innée. Elle a été transmise par des parents qui ont vécu une crise, par des grands-parents qui ont connu des périodes où les dettes pouvaient détruire une famille en quelques mois, par des histoires de proches qui se sont retrouvés dans des situations difficiles à cause de crédits mal gérés. Cette peur est compréhensible, et elle a une utilité, elle protège des erreurs évidentes. Mais quand elle est trop forte, elle empêche aussi les décisions intelligentes. Elle traite toutes les dettes comme identiques. Elle ne fait pas la différence entre un crédit revolving à 10 à 8% sur des vacances et un prêt immobilier à 3% sur un actif qui s'apprécie. Pour traverser cette peur, il faut l'identifier, pas la nier, l'identifier, se demander d'où elle vient, à quelle expérience précise elle est liée, et se demander si cette expérience s'applique vraiment à la décision qu'on s'apprête à prendre. La peur héritée s'adresse à toutes les dettes indistinctement. La pensée rationnelle sait faire la différence. Le deuxième ennemi, c'est l'ego déguisé en prudence. Il se manifeste comme ça. Tu as l'opportunité d'acquérir quelque chose qui génère du rendement. Les chiffres tiennent. Le projet est solide. Mais tu dis que tu vas attendre d'avoir assez pour le faire sans emprunter. Ça sonne comme de la prudence. Mais parfois ce n'est que de l'orgueil. L'orgueil de ne rien devoir à personne. L'orgueil de pouvoir dire que tout ce que tu as, tu l'as payé toi-même. Cet orgueil a un coût. Il s'appelle le coût d'opportunité. Pendant que tu attends d'avoir assez, l'actif prend de la valeur ou est acheté par quelqu'un d'autre. L'inflation réduit ton pouvoir d'achat, le temps passe. La prudence réelle ressemble à ça. Calcul du différentiel, analyse du risque, réserve de liquidité, plan pour les imprévus. La prudence n'est pas le refus systématique de toute forme de levier. Le troisième ennemi, c'est le contraire des deux premiers. C'est l'excès de confiance. Quand tu commences à comprendre ces mécanismes, il y a un moment dangereux.
Le moment où tu penses que tu as tout compris, où tu veux accélérer trop vite, où tu empiles les crédits sans te demander si tu as suffisamment de marge pour absorber un imprévu. L'effet de levier amplifie tout. Il amplifie les gains quand ça marche. Il amplifie les problèmes quand quelque chose déraille. Une vacance locative longue, une réparation imprévue importante, une perte d'emploi, un retournement de marché. Les personnes qui se retrouvent en difficulté financière malgré des projets bien pensés ont souvent le même problème. Elles n'avaient pas de réserve. Elles avaient calculé que ça fonctionnerait si tout se passait comme prévu. Et quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. La marge n'est pas une option. C'est une condition non négociable de la dette stratégique. Voilà comment définir cette marge en pratique. Avant de t'engager dans n'importe quel crédit stratégique, tu dois avoir une réserve de sécurité distincte de ton apport. Cette réserve doit pouvoir couvrir au minimum 6 mois de charges liées à cet actif, les mensualités, les charges fixes, une provision pour imprévu, sans toucher à ton budget de vie quotidien. Si constituer cette réserve te semble impossible à court terme, ce n'est pas une raison d'abandonner le projet. C'est simplement une indication que le moment du saut n'est pas maintenant. Et différer d'un an pour construire cette réserve de sécurité n'est pas une faiblesse. C'est exactement la discipline qui distingue les emprunteurs stratégiques des emprunteurs impulsifs. Le bon timing d'un emprunt stratégique n'est pas défini par le marché. Il est défini par ta situation personnelle, par ta marge, par ta réserve, par ta capacité à absorber les imprévus sans être forcé dans des décisions sous pression. Il y a une façon très simple de savoir si tu es dans le bon état d'esprit par rapport à la dette. Est-ce que tu penses à ce crédit avec de l'anxiété? Si oui, soit tu as emprunté trop, soit tu n'as pas assez de réserve, soit les chiffres sont pas aussi solides que tu le pensais. Reviens à la table. Est-ce que tu penses à ce crédit avec de l'excitation? Attention, l'excitation financière est souvent le signe que l'émotion a pris le dessus sur le calcul. Le bon état d'esprit face à la dette stratégique ressemble à de la neutralité calme. Tu as fait les calculs, tu as constitué ta réserve, tu as évalué le risque, et tu exécutes avec discipline, ni peur, ni euphorie, clarté et méthode. Il y a un exercice simple que je recommande à ceux qui veulent tester leur état d'esprit avant de prendre une décision d'endettement stratégique. Imagine que l'investissement ne performe pas aussi bien que prévu pendant 10 à 8 mois. Les revenus sont plus faibles que calculés, il y a 1 ou 2 imprévus, tu dois puiser dans ta réserve. Est-ce que tu survivrais à ça sans panique, sans être forcé de vendre au mauvais moment, sans mettre en danger ta stabilité quotidienne? Si la réponse est oui, tu es prêt à utiliser la dette stratégiquement. Si la réponse est non, tu n'as pas encore assez de marge. Et la bonne décision, ce n'est pas d'emprunter quand même en espérant que ça marche. C'est de construire cette marge d'abord. C'est de cette façon que les personnes du troisième groupe gèrent leur rapport à la dette. Pas avec du courage exceptionnel, avec de la clarté ordinaire appliquée de façon extraordinairement régulière. Conclusion. Ce que tu fais maintenant, on vient de parcourir ensemble quelque chose que la plupart des gens n'apprendront jamais. Pas parce que c'est secret, parce que personne ne leur a jamais pris le temps de l'expliquer clairement. On t'a appris que la dette est dangereuse. C'est vrai. Une dette mal utilisée est dangereuse. On t'a pas appris que la même dette, utilisée différemment, peut construire une liberté financière que le salaire seul ne construira probablement jamais. Tu connais maintenant les 3 types d'emprunteurs. Et tu sais dans lequel tu es. Tu sais que la dette est neutre, que c'est ce qu'on achète avec qui détermine si elle travaille pour toi ou contre toi. Tu comprends l'effet de levier, comment contrôler un actif beaucoup plus grand que ton apport initial et comment l'actif peut se financer en grande partie lui-même. Tu sais calculer un différentiel. Est-ce que ce que j'achète rapporte plus que ce que la dette coûte? Cette question simple est la clé de tout. Tu comprends comment l'inflation peut travailler pour toi si tu as des actifs réels financés à taux fixe. Comment tes dettes s'allègent en termes réels pendant que tes actifs s'apprécient. Tu sais comment construire le profil qui te permet d'emprunter dans les meilleures conditions et comment la préparation en amont change la qualité de ce qu'on peut obtenir. Tu comprends comment la machine à intérêt composé peut s'enclencher et pourquoi la phase initiale est toujours la plus difficile à traverser. Et tu as vu les 3 ennemis psychologiques, la peur héritée, l'ego déguisé en prudence et l'excès de confiance. Les 3 peuvent saboter les meilleures stratégies. Voici ce que je te demande de faire maintenant. Une chose, prends la prochaine décision financière que tu as devant toi. Un achat, un crédit envisagé, une épargne que tu ne sais pas où diriger. Et pose-toi honnêtement cette question. Est-ce que ce que j'achète ou ce que j'acquiers avec cet argent va générer plus de valeur que ce qu'il me coûte? Si la réponse est oui et que les chiffres le confirment, tu sais quoi faire. Si la réponse est non, tu sais quoi ne pas faire. Cette question, appliquée systématiquement, est le seul changement dont tu as besoin pour commencer à te rapporter à l'argent différemment. Pas comme quelqu'un du premier groupe, pas comme quelqu'un du deuxième, comme quelqu'un du troisième.
La transition vers le troisième groupe ne demande pas de capital exceptionnel. Elle ne demande pas des connaissances financières avancées. Elle demande une chose. Commencer à regarder chaque décision financière non plus comme une transaction isolée, mais comme une pièce dans une stratégie plus large. Combien de fois dans ta vie as-tu pris une décision financière sans te demander si elle s'inscrivait dans une direction? Un crédit ici, une épargne là, une dépense là, bas, sans fil conducteur, c'est la façon dont les deux premiers groupes gèrent l'argent. Le troisième groupe, lui, a une direction. Pas forcément un plan détaillé et rigide, mais une logique. Une logique qui dit chaque décision financière me rapproche de quelque chose qui produit de la valeur ou elle m'en éloigne. Et cette logique, une fois intégrée, change tout ce qui suit. Ce n'est pas la fin d'une réflexion. C'est le début d'une façon différente de regarder ta situation financière. Chaque crédit que tu verras à l'avenir, qu'il soit proposé, refusé, envisagé ou évité, tu le regarderas maintenant avec une question différente. Pas est-ce que j'ai peur de cette dette, mais est-ce que cette dette travaille pour moi ou contre moi? Et si tu te retrouves à hésiter, si la peur héritée revient, rappelle-toi ceci. La question n'est pas de savoir si tu as peur. La question est de savoir si cette peur est basée sur une analyse ou sur une croyance reçue sans avoir jamais été questionnée. Fais la différence. Encore et encore. Si cet audiolibro t'a ouvert quelque chose, partage-le avec une personne à qui cette conversation aurait été utile plus tôt. Et retrouve l'esprit clair pour la suite. Ce qu'on t'a jamais dit sur l'argent, on continue à te le dire ici. L'esprit clair,